Pendant plusieurs semaines, les députés de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont entendu un des acteurs de terrain dans le cadre de leurs travaux sur la santé mentale des jeunes. Alors ce jeudi, le rapport qui compte tout de même 70 recommandations a été présenté au Parlement de la Fédération. Et pour en parler avec nous, nous avons à distance donc la rapportrice, la députée socialiste Delphine Chabert. Delphine Chabert, bonjour. Bonjour. Alors, durant vos auditions, vous avez pu donc avoir des acteurs de terrain et il y a 3 séries de recommandations qui ont été faites. Alors, tout d'abord, vous voulez renforcer en fait l'écoute et surtout l'engagement des jeunes dans les projets. C'est pas assez le cas aujourd'hui ? Non, c'est pas assez le cas, et je pense que, il est vraiment important de rappeler quand même les enjeux, hein. C'est vrai que ça a été un long travail fait au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Commission conjointe, ça veut dire des députés de 3 commissions, la commission enfance, la commission éducation et l'enseignement supérieur, sur des constats assez terribles qui sont que les enfants et les jeunes ont quand même été les plus touchés par cette crise, et vous en parlez après avec le docteur Mas justement, j'ai vu dans votre programme que les services de soins et d'accueil sont complètement saturés, que ce soit en psychiatrie, en santé mentale, en pédopsychiatrie. Ils nous disent aussi, ces spécialistes, qu'on retrouve des jeunes avec des états de santé d'une gravité jamais connue, et puis surtout que les effets de cette crise vont se mesurer à long terme et qu'on n'en est qu'au début, notamment pour les enfants et les jeunes. Et donc il est essentiel de parler beaucoup plus de santé mentale, et d'ailleurs je vous félicite de faire cette émission aujourd'hui et d'inviter le docteur Mas, qui est une des personnes que nous avons auditionnées justement pendant ces 6 mois au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour amener à des propositions très concrètes. Alors c'est vrai que sur une question aussi complexe et multifactorielle que l'état de santé des enfants et des jeunes, il n'y a pas une mesure phare, c'est toute une série de mesures, il y en a plus de 70. Vous l'avez dit, organisées en 3 parties. Alors je vais peut-être épingler, je ne vais pas ouvrir Oui. Mais alors, parmi les recommandations effectivement qui sont importantes, il y a aussi une partie qui concerne un plan de crise, de faire une évaluation de ce qui a été mis en place pendant en fait, cette période, en se disant on ne va peut-être pas recommencer les mêmes erreurs. Oui, tout à fait. Et donc, l'idée, c'est vraiment de partir de la situation actuelle, d'analyser ce qui s'est passé depuis ces 2 ans et d'avoir des propositions les plus articulées possibles. C'est ce que nous disaient les professionnels d'ailleurs. Alors, premièrement, vous l'avez dit, renforcer fortement la prévention, l'accompagnement et l'identification, hein, agir le plus tôt en santé mentale. Au plus on agit tôt, au plus les résultats sont rapides et bons, j'ai envie de dire. Et donc là, on a des propositions très concrètes comme beaucoup mieux sensibiliser, former la première ligne. Alors, la première ligne, c'est évidemment les enseignants, sont les éducateurs, ce sont aussi les puéricultrices, enfin toutes ces personnes dans les maisons de jeunes, etc., qui sont en lien avec ces jeunes. C'est aussi agir très très tôt, hein, puisque les questions de santé mentale, ça se pose déjà chez les enfants tout petits. Donc on a des propositions concrètes, notamment sur l'accompagnement des mamans qui seront en situation de stress ou dans les milieux d'accueil de la petite enfance, je le disais. Et puis beaucoup de propositions sur l'école, puisque c'est le lieu où les enfants passent énormément de temps. Il faut absolument apaiser le climat scolaire, et donc là il y a des propositions très concrètes sur l'évaluation, sur cette pression qui repose sur les jeunes au moment des contrôles, des devoirs et des évaluations surtout. Toute une question d'une lutte beaucoup plus forte contre le harcèlement. Oui, ça c'est une grosse part de votre rapport justement, le harcèlement. Que ça soit d'ailleurs pour les élèves du primaire, du secondaire, mais aussi du supérieur. Oui, c'est ça, absolument. Donc, lutter contre le harcèlement, et c'est un plan on travaille d'ailleurs au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais donc là, vraiment, avec des propositions très concrètes, avoir une cellule de veille, avoir un référent dans chaque école sur la question du harcèlement, avoir des outils aussi très concrets sur le cyberharcèlement, puisqu'on sait que, hélas, cette question du harcèlement, c'est dans l'école, mais ça se prolonge aussi dans la vie à la maison, et partout se trouve le jeune avec son GSM. Donc ça, ce sont des propositions très, très concrètes qui vont aller vers de la prévention. Je voudrais dire aussi que il y a une attention très forte à avoir sur les jeunes, les enfants et les jeunes de milieux précarisés notamment, puisque ce cocktail de la précarité, de difficultés vécues à la maison, plus un climat anxiogène, que ce soit dans la société avec le Covid, que ce soit à l'école ou dans la vie du jeune, c'est absolument catastrophique. Et donc il faut vraiment que toutes ces mesures se fassent à l'aune de la situation des enfants les plus fragiles, de ceux qui vivent dans la précarité, puisqu'on sait que ce sont eux qui subissent le plus cette crise, et ce sont eux qui sont les plus
loin aussi de cette première ligne de soins. Donc l'accès à un centre de santé mentale, l'accès à un professionnel qui est en capacité d'accueillir cet enfant, de l'accompagner et de travailler avec lui à un rétablissement s'il est dans une situation un peu difficile. Oui, mais justement, alors pour en parler, merci beaucoup Delphine Chabert d'avoir été avec nous. Si vous voulez, vous pouvez rester un petit peu connecté, puisqu'effectivement, vous l'avez dit, nous avons Sophie Mas qui est rentrée dans ce studio, qui a écrit donc un ouvrage aussi que vous avez donc. Oui, Sophie Mas, merci de nous avoir rejoints dans ce studio. Et on l'a entendu, Delphine Chabert l'a dit que vous aviez été entendue en tant qu'experte d'ailleurs par les députés de la Fédération de Wallonie-Bruxelles. Donc je précise que vous êtes pédopsychiatre et que vous dirigez l'unité pour adolescents du centre hospitalier Le Domaine ULB à Braine-l'Alleud. Peut-être une première réaction à ce que Delphine Chabert a expliqué par rapport à ces recommandations. Vous avez l'impression d'avoir été entendu et qu'enfin le politique se soucie de ce dossier-là, de la santé mentale des jeunes? Oui, je pense qu'effectivement, je n'ai pas eu l'occasion de voir toutes les recommandations, mais effectivement, ce que j'ai pu déjà en percevoir rejoint ce que moi et d'autres collègues avions demandé et présenté lors de cette session parlementaire. Mais je dirais que nous sommes dans une autre temporalité pour l'instant, puisque nous avons connu en pédopsychiatrie une première vague de décompensation extrêmement importante au mois de janvier 2021. Et depuis le mois de septembre, nous en connaissons une deuxième. Alors, on en parle très peu. Nous aussi, nous avons des vagues. Et nous sommes dans la deuxième vague de décompensation massive avec un gros problème de saturation complet des systèmes de soins de santé mentale, tant du côté de l'ambulatoire que du côté de l'hospitalière. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'actuellement, aujourd'hui, quand un parent est face à un jeune qui a des idées suicidaires, voire même qui est passé à l'acte au niveau suicidaire, un adolescent, un jeune majeur, n'a pas de ressources à l'heure actuelle dans le secteur de la santé mentale qui est en faillite, qui est complètement saturé. Et donc, nous avons effectivement récemment encore édité une carte blanche à plus de 80 collègues pour pousser un cri d'alarme à nouveau et véritablement demander qu'en urgence, on mette en place un système de prévention en matière de santé mentale et plus particulièrement centré effectivement sur la population qui a le plus souffert, qui sont les jeunes de 13 à 25 ans. Oui, et quand vous faites référence à cette carte blanche qui est titrée fortement, enfin c'est un titre fort, quels jeunes sauverons-nous du suicide? On en est là, donc vous comparez ça à la première vague de Covid où on se disait que peut-être à un moment on allait devoir trier les patients et voir quels patients on allait soigner en priorité. On en est là au niveau de la santé mentale. On en est très clairement là. On ne peut pas soigner tout le monde. On ne peut pas soigner tout le monde et c'est vraiment extrêmement difficile. Alors je pense que pour un médecin c'est déjà difficile de devoir choisir entre des personnes âgées qui souffrent de comorbidité et de savoir effectivement à qui on va donner priorité. C'est encore, j'ai envie de dire, plus difficile quand vous faites face à des adolescents suicidaires. Où mettre la priorité, c'est totalement impossible. Nous sommes vraiment dans une situation catastrophique dans le secteur de la pédopsychiatrie, d'où ce cri d'alarme. Je pense qu'on ne va pas pouvoir mettre un psy derrière chaque jeune qui va mal. Il y a vraiment urgence à prendre soin d'eux maintenant. C'est comme dans le secteur finalement de la santé somatique. On ne peut pas multiplier les places en lit de soins intensifs. En pédopsychiatrie, c'est la même chose. Il faut 12 ans pour former un pédopsychiatre. On ne sait pas multiplier les places d'hospitalisation. Et donc, il est extrêmement important maintenant de mettre de la prévention en place en urgence pour arrêter ce flux de décompensation qui nous arrive. Oui, parce que parfois, on parle de 6 mois d'attente pour une prise en charge de certaines personnes pour avoir une place, en fait, dans un institut qui pourrait aider ces jeunes. Oui, tout à fait. On en est là. On est partout entre 4 et 6 mois d'attente pour des lits, j'ai envie de dire, classiques. Et quand il s'agit de trouver un lit de crise, un lit d'urgence face à un jeune qui est vraiment à risque de passage à l'acte très rapide, on est quand même dans parfois des semaines d'attente. Donc on a des délais qui sont totalement incompatibles avec la gravité et la clinique que nous rencontrons à l'heure actuelle. Pouvez-vous nous décrire quels sont les types de souffrances psychologiques que vous rencontrez chez les jeunes actuellement et qui seraient liées à cette situation de crise sanitaire? Alors, il y a une particularité clinique chez ces jeunes que nous rencontrons aujourd'hui. C'est le fameux syndrome d'engourdissement dont a parlé Bruno Mbeek il y a déjà pratiquement un an. Ce sont des jeunes qui nous arrivent tout à fait dégoûtés de la vie, qui n'ont plus de pulsion de vie, qui n'ont plus de désir de vivre, mais qui sont incapables de dire pourquoi. Et donc, ce sont des jeunes qui se suicident sans savoir pourquoi.
Alors la particularité, c'est que ces jeunes, si vous les mettez en contact avec d'autres jeunes, avec un groupe d'adolescents, très rapidement, ils recommencent effectivement à se dire, à se raconter, à s'échanger, et très rapidement, ils se remettent effectivement à penser. Et donc, ce qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que non seulement nous avons soumis nos adolescents à énormément de stress, et entre autres le stress des mesures sanitaires en milieu scolaire, qui a complètement déshumanisé les écoles, mais on a aussi limité leur capacité de trouver du ressourcement, puisque la plupart des activités parascolaires ont été fermées aux adolescents et aux jeunes majeurs. Or, ils en ont terriblement besoin pour essayer de garder effectivement l'équilibre entre stress d'un côté et ressourcement de l'autre. Et en plus de cela, nous leur avons supprimé une capacité de penser. Il faut savoir que les adolescents, ils ne sont pas comme les enfants à venir trouver papa, maman pour raconter leurs difficultés, où les parents vont pouvoir effectivement aider le jeune à comprendre ce qui se passe pour lui et lui trouver des perspectives, et n'ont pas encore la maturité psychique des adultes que nous avons, où nous pouvons effectivement, quand nous sommes en état de souffrance, nous arrêter, réfléchir, essayer de comprendre ce qui nous arrive. Les jeunes n'ont plus la possibilité, de par les enjeux édipiens, de se rapprocher tant physiquement que même psychiquement de leurs parents. Or, ils ont besoin des autres pour pouvoir se comprendre, et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils pensent ensemble. Et quand nous les interdisons, nous les empêchons d'avoir des liens sociaux avec d'autres jeunes, ou alors des liens sociaux tellement restreints que ça se limite juste à l'apprentissage. Ils ne peuvent pas traîner ensemble à la sortie de l'école, ils ne peuvent pas véritablement se confier les uns aux autres à la cour de récré, ils doivent manger en silence une fois que le masque est ôté. Ce sont des choses qu'on a vraiment perçues très très fort en début de crise sanitaire. Et vous les empêchez aussi de comprendre ce qui leur arrive. Et donc, nous avons ces jeunes qui, progressivement, se sont effectivement coupés de leurs désirs, de leurs envies, de ce qui leur permettait d'être à l'équilibre. Et l'effet du Covid, l'effet des mesures sanitaires, est un effet pernicieux qui s'est installé de manière très progressive et qui amène effectivement ces jeunes, et de plus en plus, à entrer dans des affects dépressifs dont ils ne sont même pas conscients et progressivement à perdre effectivement le désir de vivre. Et quand vous voyez les nouvelles mesures qu'on a pour l'instant à l'école aussi, avec finalement plus vraiment d'apprentissage, enfin on coupe, il y a beaucoup de classes qui sont fermées, vous craignez que ça augmente encore ce phénomène ? Alors, il y a deux choses importantes. Je pense que la task force pédiatrique s'est beaucoup battue pour maintenir les écoles ouvertes et c'était une bonne chose. Mais ce n'était pas que pour maintenir les apprentissages, c'était aussi pour maintenir le lien social. Je pense qu'en début de pandémie, c'était inaudible. Il y avait une telle pression à fermer les différents secteurs qu'effectivement, l'école, quelque part, devait se justifier d'être ouverte sur le plan des apprentissages. Et donc, on n'a pas pris suffisamment en compte cet aspect de lien social qui était important pour maintenir effectivement les enfants et les adolescents dans une santé mentale à l'équilibre. Sans parler des étudiants qui se sont retrouvés complètement en distanciel pendant 1 an, à vivre dans un code de quelques mètres carrés et qui n'avaient en plus la possibilité de faire des jobs étudiants et se retrouver dans une précarité financière. Eux, ils ont payé un double tribut par rapport à ce qui s'est passé. Et donc, effectivement, ces adolescents étaient particulièrement impactés et mettre la pression au niveau des apprentissages sans prendre en considération la santé mentale et la nécessité de soutenir finalement un lien social qui s'est progressivement délité, c'est extrêmement dangereux dans un contexte actuel de saturation complète des soins de santé mentale. Oui, donc vraiment, ça ne risque pas en tout cas de s'améliorer dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. D'où l'urgence, effectivement, de la prévention. À la fois, il y a urgence et à la fois, il faut travailler aussi sur le long terme. Parce que finalement, la prévention, très vite, mais dans la carte blanche que vous signez, vous dites aussi que ça a exacerbé, le coronavirus a exacerbé une situation qui existait déjà et que vraiment, c'est la société qui doit se remettre en question par rapport en santé mentale, c'est un processus. Ça ne se résout pas en organisant une journée active, participative, ludique avec des adolescents. Non, c'est un processus qui doit se mettre en place. Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles met en avant les espaces de parole qui permettent effectivement de soutenir chez ces adolescents la difficulté dans laquelle ils sont maintenant, de se dire, de se raconter, de pouvoir partager leurs émotions, de mettre des mots là-dessus. Et c'est ça qui est essentiel pour l'instant. Merci beaucoup, Sophie Masse, d'être venue pour vos explications. Et puis merci à Delphine Chabert aussi qui est restée connectée avec nous